la première étape, tout ça, c'est les principes issus de la directive européenne, donc qui ont été transposés dans les 28 pays de l'Union européenne, d'une manière plus ou moins cohérente, d'où la pertinence de ce nouveau règlement. Donc la première étape, c'est de vérifier que le traitement est licite, donc c'est regarder la proportionnalité des données collectées par rapport à la finalité, c'est s'assurer qu'il y a bien une base légale qui peut être d'ailleurs l'intérêt légitime du responsable de traitement. Donc la première étape, ce sont les obligations déclaratives, et dans les obligations déclaratives, il y a en amont, ce qui fait partie d'ailleurs du futur Privacy Impact Assessment, il y a toute cette analyse de faisabilité du traitement au travers des principes de loyauté, de proportionnalité, etc. Donc ça c'est la première étape avec effectivement des obligations déclaratives, donc soit des déclarations ordinaires qui restent le principe quand il n'y a pas de correspondant informatique et liberté, soit des demandes d'autorisation sur les traitements les plus sensibles, comme le traitement sur la fraude, le scoring, la lutte anti-blanchiment, et puis Dieu merci, il y a, comme l'a dit Stéphane Grégoire, un certain nombre de normes simplifiées, d'autorisations uniques qui permettent aux responsables de traitement de simplement indiquer qu'ils sont en conformité avec la description que fait la CNIL de ces traitements dans ses délibérations et avec les garanties donc, que prévoit la CNIL sur ces délibérations. Et puis, par rapport à ces obligations déclaratives, effectivement, cet effort tout à fait remarquable sur les packs de conformité, le pacte de conformité, donc assurance qui a été évoqué, et puis le pacte de conformité en matière bancaire. Ces pactes de conformité, on appelle ça de la co-régulation. Là, je vois Smart Regulation. C'est une bonne idée aussi de l'appeler Smart Regulation, parce que sinon, ça permet de mieux vendre la co-régulation, qui est quelque chose d'important pour l'ensemble des parties prenantes et des industries, parce qu'effectivement, l'idée de la co-régulation, c'est aussi une idée d'empathie. C'est de faire en sorte que les textes proposés par le régulateur soient adaptés aux attentes des métiers, soient adaptés aux attentes de la profession, et puis inversement, de la part des établissements, et d'être plus, peut-être aussi mieux comprendre les attentes du régulateur. Donc c'est vraiment une bonne idée, la co-régulation, donc Smart Régulation, moi j'adopterai, sachant que dans le futur règlement, toutes les initiatives de code de conduite, de certification, ça s'inscrit aussi dans cette idée de co-régulation. Donc formalité déclarative, c'est un point important, et c'est là aussi un point sur lequel vous avez des grandes disparités aujourd'hui dans les différents États de l'Union européenne, puisque, comme vous le savez sans doute auprès de l'Information Commissioner au UK, vous faites une déclaration par an de tous vos traitements, ce qui permet d'ailleurs à l'Information Commissioner de prélever une taxe à cette occasion. Alors qu'en Italie, il n'y a quasiment plus de formalité déclarative, déclaratives, sauf sur des traitements à risque. Donc on a vraiment des disparités très importantes au jour d'aujourd'hui d'un pays à l'autre. Le droit à l'information, ou le devoir d'informer, c'est ce du point de vue du responsable de traitement, je ne reviens pas dessus, c'est la finalité du traitement, c'est qui est responsable de traitement, c'est les droits fondamentaux de la personne, un droit d'accès, droit d'opposition, droit de rectification, et puis l'existence ou non de transferts en dehors de l'Union européenne. Sécurité, confidentialité, donc là aussi c'est un principe de protection des données avec des obligations de contractualiser avec les sous-traitants. Là aussi, on a des recommandations, des guidelines de la CNIL, mais on n'a pas de référentiel obligatoire en matière de sécurité. À l'inverse, d'autres pays comme l'Espagne, vous avez un règlement qui, en fonction des finalités, des catégories de données, vous dit très précisément le niveau de sécurité qu'il faut apporter. On a également des réglementations comme la réglementation allemande, slovaque, où il y a beaucoup de référentiels qui s'imposent. La CNIL a plutôt fait le cas de considérer que les technologies évoluant très rapidement, la réglementation serait rapidement obsolète, d'où l'idée de se référer à des bonnes pratiques, ou des pratiques de marché, ou des normes ISO ou COBIT, ou ce type de référentiel. Le droit à l'oubli, ça a déjà été évoqué de manière assez importante. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, lorsque les données sont plus pertinentes, plus nécessaires plutôt au traitement, elles soient effacées du système d'information. Il y a de la doctrine de la CNIL avec les archives courantes, intermédiaires, définitives. Je ne reviens pas sur ce sujet. Là aussi, important d'avoir en tête que bien souvent, il y a des textes qui prévoient une durée de conservation, donc qui s'imposent à tous, et que la CNIL
retient comme bon référentiel, hein, comme le code monétaire et financier, par exemple, en matière anti-blanchiment. Il y a parfois des durées proposées par le régulateur en matière de conservation. Et puis pour le reste, ce qui est important, c'est de documenter, c'est d'être en capacité d'expliquer pourquoi vous conservez sur telle durée les données. Il faut qu'il y ait un rationnel. Une fois qu'il y a un rationnel, que c'est documenté et que c'est respecté, que les systèmes sont purgés, en principe, vous êtes en conformité. L'encadrement des transferts, je vais revenir dessus. Donc l'exercice des droits d'accès, c'est pendant du devoir d'information. Et puis, les packs de conformité, j'en ai déjà parlé. Donc je ne m'attarde pas sur le droit positif, puisque ça a été abordé. Puis j'ai vu aussi dans les slides que cet après-midi, donc l'ensemble des responsables de protection des données vont également en parler. Les transferts, alors ça c'est un gros sujet. Alors il manque un point sur ce slide, c'est la reconnaissance d'adéquation. Il y a un écho, je suis désolé. Je vais peut-être changer de micro. Vous m'entendez correctement? Oui. Bon, donc le premier point, c'est la reconnaissance d'adéquation. C'est des États qui vont demander à la Commission européenne de reconnaître que leurs droits, compte tenu des lois locales, des traités internationaux auxquels ils ont adhéré, compte tenu aussi de l'indépendance et des pouvoirs de leurs régulateurs, donc que leurs droits apportent le même niveau de garantie que la directive européenne. Il y a déjà un certain nombre de pays, d'Amérique latine, avec l'Uruguay, l'Argentine, il y a aussi la Nouvelle-Zélande, il y a aussi l'Israël, il y a les pays de l'espace économique européen, donc il y a la Suisse, bien sûr, donc vous avez pas mal de pays et beaucoup aussi de dossiers en instance. Il y a beaucoup de pays du Maghreb qui ont développé des centres d'appel et des services aux entreprises qui ont des dossiers en cours d'examen. Peut-être que le Maroc, qui va recevoir en septembre prochain, octobre prochain, la conférence internationale des régulateurs, se verra à cette occasion reconnaître comme offrant un niveau de protection adéquat. Il y a aussi les Maurice, un dossier. Puis avec le Safe Harbor, ça a généré aussi un certain nombre de vocations. Les feedbacks qu'on a du réseau, c'est qu'il y a notamment des pays d'Asie ou des pays auxquels on n'avait pas forcément pensé, qui ont initié des démarches auprès de la Commission européenne pour se voir reconnaître leur réglementation comme offrant un niveau de protection équivalent. Donc c'est vraiment très intéressant comme évolution, et ça va sans doute se développer. Alors après, quand on regarde de manière plus concrète les outils pour encadrer les transferts, donc il y a deux principaux outils qui se détachent, les clauses contractuelles standards qui ont été rapidement évoquées en répondant à la question, avec deux typologies de clauses. Vous avez les clauses standards entre l'exportateur européen et l'importateur non européen entre responsables de traitement, puis vous avez également celle entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Alors ces clauses, elles sont intéressantes parce que quelque part c'est un engagement de respecter les principes de la directive qui va être pris par bien sûr l'exportateur mais surtout l'importateur. Donc c'est une manière de contractualiser le respect des règles prévues par la loi informatique et liberté et la directive européenne. Ce qui est éminemment intéressant, c'est aussi cette clause de tiers bénéficiaire, ce qui permet aux citoyens, qui est quand même la personne que les textes fondamentaux sur la protection des données veulent protéger, donc de poursuivre l'exportateur des données au titre de manquement de l'importateur non européen des données. Donc l'idée, c'est de faciliter l'exercice des droits du citoyen en cas de manquement dans le cadre des transferts. Donc c'est une sorte de stipulation pour autrui, et ça c'est un des points les plus importants de ces clauses standards contractuelles. Puis comme ça a été souligné aujourd'hui, je pense que 95% des transferts, voire plus, sont encadrés par ces clauses standards contractuelles qui prévoient quand même un certain nombre d'engagements contraignants. Le fait de les signer, ça implique après aussi un pilotage qui n'est pas toujours évident ou dont les signataires n'ont pas toujours pleinement conscience. Donc, l'intérêt de ces clauses, c'est qu'ensuite l'autorisation est quasi automatique, pour autant que vous vous inscriviez dans les clauses standards contractuelles. Alors que la possibilité d'avoir des clauses ad hoc qui les intègrent, et donc cette procédure dont on parlait sur le WP 226. Ensuite, vous avez un deuxième
Deuxième outil qui sont les Binding Corporate Rules. Alors les Binding Corporate Rules, ça a un double intérêt. Donc, d'une part, c'est que c'est un mécanisme qui facilite les transferts intra-groupes, puisqu'à la base, ça avait été créé, c'est une création prétorienne du groupe de l'article 29, d'ailleurs sous l'impulsion de la CNIL. Donc les Binding Corporate Rules, c'est une sorte de code de conduite qui reprend là encore les principes de la directive et la doctrine du groupe de l'article 29. Et donc ce code de conduite, ce qui est intéressant, c'est qu'il prévoit aussi les outils, les procédures pour que les règles prévues par le code de conduite soient effectives et opposables au sein du groupe. Donc l'idée, et c'est complètement l'idée de la accountability, d'ailleurs dans les premiers papiers du groupe de l'article 29, dès 2010, on vous dit, le groupe de l'article 29 vous disait, le meilleur moyen d'aller sur la accountability, c'est d'aller sur les Binding Corporate Rules, qui me conduit au deuxième intérêt des Binding Corporate Rules, au-delà de l'encadrement des transferts intra-groupes, sans avoir à signer des contrats bilatéraux entre chaque société du groupe. Il faut savoir qu'il y a des groupes qui gèrent des milliers de clauses contractuelles standards entre les sociétés du groupe, ce qui est un pilotage assez compliqué. Et donc le deuxième intérêt, c'est qu'en fait, vous avez un programme de conformité sur étagère. C'est-à-dire que comme pour respecter les règles des Binding Corporate Rules, il faut donc démontrer qu'on a mis en place un programme d'audit, qu'on a mis en place des programmes de formation. Donc vous avez un vrai programme de conformité avec des procédures, des outils, et ça vous permet de répondre à ce nouveau défi qui est celui de l'accountability. Et là aussi, on voit émerger, on est plus que sur un frémissement. Les Binding Corporate Rules, pendant un certain temps, tout le monde disait c'est très long, c'est plus vrai du tout. Les dernières pour lesquelles on a sollicité pour un de nos clients les Binding Corporate Rules, c'était fait en 5 mois. Donc aujourd'hui, on n'est plus sur 2 ans, on est sur des délais parce qu'il y a une forte maturité des régulateurs avec la procédure de reconnaissance mutuelle, parce que la CNIL aussi pousse beaucoup les Binding Corporate Rules. En tout cas, c'est un outil sur lequel, à partir du dépôt du WP 133, qui est la désignation de l'autorité chef de file, vous pouvez y arriver extrêmement rapidement. Après, il faut effectivement les déployer, ce qui peut prendre plus de temps que d'obtenir l'autorisation en tant que telle. Alors, l'encadrement des transferts avec la validation du Safe Harbor, ça c'est un gros sujet d'actualité. C'est vrai que le Safe Harbor avait un certain nombre d'aspects positifs sur lesquels on n'a quand même pas beaucoup parlé, mais c'était le premier instrument d'interopérabilité entre deux systèmes de droit complètement différents, puisqu'aux États-Unis, vous avez des centaines de lois, vous avez des lois sectorielles, le secteur financier a sa loi, le secteur pharmaceutique IPA a sa loi, les États ont leur loi sur la notification de failles de sécurité, donc il fallait trouver une manière de se mettre d'accord sur des principes fondamentaux en respectant donc les principes de la directive tout en les traduisant de telle sorte qu'ils soient plus facilement appréhendables sous l'empire du droit américain. Donc c'est un accord qui comportait quand même un certain nombre de principes qui sont contrôlés aux États-Unis par la FTC qui contrôle et qui sanctionne. Donc c'est un accord qui avait quand même une certaine vertu en termes de pilotage, parce que chaque année, l'importateur des données devait soit s'auto-certifier, soit faire certifier sa conformité à cet accord. Après, effectivement, la principale faiblesse de cet accord a été mise en exergue par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Effectivement, sur l'accès aux données des citoyens européens par les autorités gouvernementales, il n'y a rien dans l'accord de Safe Harbor. Il y a bien des principes sur la sécurité, la confidentialité, les transferts subséquents, donc beaucoup de choses, mais pas sur les conditions d'accès aux données des citoyens européens. Et donc à cette occasion, à l'occasion de cette affaire, la Cour de justice de l'Union européenne, quelque part, a reproché à la Commission de ne pas être allée au bout de l'instruction et garanties apportées par le Safe Harbor, notamment après l'affaire Snowden, qui avait quand même révélé un certain nombre de défaillances et d'abus du côté des autorités américaines. Donc il en est résulté le constat que comme on était sur un droit fondamental, la Cour de justice pouvait invalider un accord entre la Commission européenne et
et le département du commerce américain, et que donc les autorités avaient pleine liberté pour apprécier si le niveau de garantie approprié était suffisant. Il en est résulté qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus utiliser le Safe Harbor, donc il faut se replier sur les outils Clause Contractual Standard ou Binding Corporate Rules. Il y a cette proposition du bouclier de protection des données qui, sur le papier, est assez intéressante, hein, puisque alors le papier, il n'y a pas de papier encore, mais en termes de quand on s'en réfère, effectivement, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de papier pour le moment, il y a des déclarations officielles, mais des déclarations officielles qui impliqueraient que les États-Unis renoncent à la surveillance de masse et qui surtout prévoient un pilotage a posteriori des accès par les gouvernements, puisque l'idée c'est que tous les ans, donc la Commission européenne, la FTC et des autorités nationales regardent dans quelles conditions les autorités gouvernementales américaines accèdent aux données pour contrôler que les garanties, alors là aussi en termes de garantie on n'a pas encore énormément de lisibilité, mais il y a un engagement en tout cas pris par les autorités gouvernementales américaines de plus encadrer les accès aux données des citoyens européens, alors aussi avec un mécanisme de réparation au bénéfice des personnes concernées, donc avec la possibilité de saisir le régulateur national, lequel peut saisir la FTC, mais aussi un mécanisme d'ombudsman, de médiateur indépendant qui serait rattaché à la Maison-Blanche et qui, au-delà de la loi sur la réparation qui est en cours de discussion devant le Congrès, pourrait également décider de réparation au bénéfice du citoyen. Donc il y a quand même un certain nombre de garanties. Après, bon, le diable est dans les détails, il faudra voir comment ça va être formalisé, que tant que c'est pas formalisé, c'est pas un document opposable et c'est pas un document satisfaisant pour les citoyens. Un mot sur le futur règlement sur les transferts, hein, au-delà des outils dont on vous a parlé. Donc il y a la certification, les codes de conduite qui seront également des outils d'encadrement de transfert avec une revue par soit les régulateurs, soit des organismes accrédités qui seraient désignés par les régulateurs. C'est aussi extrêmement prometteur puisque ça permettra peut-être aussi d'avoir là aussi des outils plus adaptés aux contrats métiers. Septième point, transfert, externalisation et cloud computing. Un point. Excusez-moi. Un point au-delà de l'encadrement des Merci beaucoup. Donc, les transferts, l'externalisation et le cloud computing, donc il y a le sujet transfert, ce que je vais aborder, mais il y a aussi le sujet dans le secteur bancaire de l'arrêté du 3 novembre 2014 sur les prestations essentielles externalisées. Ça, c'est un vrai sujet qui est propre à la profession bancaire, c'est l'ancien 97-02, mais qui implique que le responsable de traitement, donc au cas présent un établissement de financier, puisse s'assurer que la CPR a un droit de suite et donc puisse aller regarder comment la chaîne de sous-traitants va protéger les données. Et il faut aussi que la CPR puisse s'assurer que le responsable de traitement donc, a bien le contrôle sur la manière dont le sous-traitant ou les sous-traitants traitent les données qui lui sont confiées quand on est dans le périmètre des prestations essentielles. Donc là, c'est un vrai sujet de droit bancaire, mais qui est très très lié à ces problématiques de cloud computing et d'externalisation, et qui peut poser des difficultés quand il y a des défaillances sur la chaîne de contrôle. Après, l'autre sujet, quand on est sur du vrai cloud computing, c'est-à-dire lorsqu'on a des serveurs un peu dans le monde entier et qu'on ne sait pas comment, qu'on n'a pas forcément une bonne traçabilité, qu'on ne sait pas à un moment X où se trouve la donnée, aujourd'hui la seule vraie solution c'est les BCR Data Processors, parce que les BCR Data Processors qui font quand même l'objet d'une revue par l'autorité chef de file, les autorités co-instructrices, avec après un process d'approbation par l'ensemble des autorités de l'Union européenne pour les pays impactés par l'action de l'exportateur de données. Donc ces BCR Data Processors, elles apportent le même niveau de garantie sur les droits, le même niveau de garantie technique et juridique, quelle que soit la localisation des données. Donc aujourd'hui,
pour un établissement financier ou pour un responsable de contrôle, la meilleure garantie vis-à-vis de son sous-traitant qui fait du vrai cloud computing, ce sera de demander des BCR data processors. D'ailleurs, un certain nombre d'acteurs français ont déjà obtenu des BCR data processors ou vont en obtenir très, très prochainement. Donc c'est vraiment quelque chose à explorer. Les autres solutions, tant qu'on n'a pas la certification par un tiers en matière d'encadrement des transferts, sont plus difficiles à mettre en place, compte tenu du fait que vous avez en face de vous plutôt un intégrateur de sous-traitants qu'un sous-traitant unique. C'est pas que comme lorsque vous aviez un serveur dans un pays donné, où c'était plus facile d'avoir le contrôle. Et puis l'utilisation du Safe Harbor comme plateforme de transfert pour gérer les transferts subséquents, aujourd'hui n'est plus possible et était déjà critiquable. Donc voilà sur les transferts, j'ai déjà débordé mon temps de parole, donc je vais en terminer avec peut-être quelques enjeux prévus par le futur règlement. Vous savez, l'enjeu principal de ce futur règlement, c'est d'opérationnaliser la règle de droit, c'est non seulement d'imposer des objectifs, mais aussi d'imposer des procédures et des outils pour que tous les principes de la loi puissent être respectés dans le temps, pour rendre effectif la loi la règle de droit, c'est la accountability. Donc ça se traduit bien sûr par tout ce dont vous a parlé Stéphane Grégoire, Privacy Impact Assessment, Privacy by Design, donc le délégué qui va être partie prenante de cette conformité. Alors après, sur est-ce que la désignation du délégué à la protection des données sera obligatoire dans le secteur bancaire et assurance, la dernière rédaction est quand même un petit peu ambiguë. Il faut qu'il y ait un traitement à grande échelle des données, mais il faut que ce soit des données sensibles ou des données... Il y a des infractions. Alors si on considère que le secteur bancaire, compte tenu d'un certain nombre de traitements qui nous sont spécifiques, traite à grande échelle les données d'infraction, on peut dire oui, effectivement, le délégué à la protection des données sera obligatoire. En tout cas, la doctrine majoritaire considère que sur des secteurs comme le secteur pharma, les secteurs aussi bancaires et assurance, on devrait avoir une obligation. De toute manière, c'est une bonne pratique. Si in fine, ce n'est pas une obligation, c'est quand même vivement recommandé, ne serait-ce que pour gérer la accountability, d'avoir un délégué à la protection des données. Je ne reviens pas sur les sanctions, sauf peut-être pour préciser que la sanction de 20 millions, elle est aussi prévue par le loi sur la République numérique, donc ça risque d'arriver avant les 2 ans, le pouvoir de la CNIL de prendre des sanctions à concurrence de 20 millions d'euros, donc c'est quelque chose à avoir à l'esprit. Notification des failles de sécurité, ça a été accordé, gestion du consentement également. Je vais peut-être juste conclure pour avoir 5 minutes pour les questions. Peut-être que le point le plus important, c'est de documenter, de sensibiliser, de contrôler. C'est un peu les trois ingrédients d'une approche de conformité qui est adaptée à la protection des données, avoir défini les règles, pouvoir, en cas de contrôle ou en cas de plainte, parce que la loi informatique et liberté, on le constate aussi, elle est beaucoup instrumentalisée devant les conseils de prud'homme, devant les tribunaux de droit commun. Il y a des sessions de fonds de commerce qui ont été annulées par la Cour, même par la Cour de cassation. Il y a énormément de contentieux prud'homaux où l'informatique et liberté est invoquée. Beaucoup aussi de référés d'erreur, en plus des plaintes auprès de la CNIL. Donc ça devient quand même un élément, au-delà de la protection des droits fondamentaux, qui est vraiment utilisé par un certain nombre de parties prenantes. Donc, chose à avoir à l'esprit, si vous documentez, c'est la meilleure manière de bien démarrer et d'être en mesure de contrôler ensuite. De contrôler et de justifier du fait que vous respectez la loi. Puis sensibilisation, là aussi c'est important. Pour respecter la loi, il faut la connaître, et ça passe par la sensibilisation. Et là aussi, j'ai vu que dans les intervenants de cette deuxième partie de matinée, c'est des sujets qui vont être abondamment évoqués. Voilà.